si nous n'étions pas très modestes, on allait dire que véritablement c'est en 2024 qu'on peut parler au Burkina Faso d'une montée en puissance de l'armée. Et le grand frère de Lamberga l'a dit, quand le Premier ministre, en répondant à une question, a indiqué que nous sommes aujourd'hui à un taux de recouvrement du territoire qui se lève à 70%, cela est lié au fait que sur le plan de la défense, sur le plan de la sécurité, il y a des efforts qui sont faits. Mais on ne va pas épiloguer sans donner quand même des éléments assez concrets pour ceux parfois qui nous suivent et qui peuvent croire que nous sommes en train de dire les choses à l'air. Le président, dans son discours de fin d'année, l'a relevé en 2024, il y a eu le recrutement de 15 000 hommes dans les forces armées nationales qui sont aujourd'hui en formation et qui vont en 2025 renforcer les rangs de l'armée. Ça, c'est extrait du discours du président. 15 000 hommes en 2024 seulement. Ce n'est pas rien. Le 17 octobre 2024, le chef de l'État a remis un lot de matériel militaire au ministre de la Défense, le général Kassoum Koulibaly, à son temps, qui est composé de matériel militaire, mais aussi d'engins qui permet quand même aux forces armées nationales d'être assez efficaces. Le 8 avril 2024, également, le chef de l'État a remis un lot de matériel militaire qui est composé, permettez-moi de donner quand même les éléments, des drones. On avait reçu alors 12 drones de surveillance du territoire. Or, on sait que notre pays, dans la lutte contre le terrorisme, l'une des difficultés, c'est le fait qu'on ne puisse pas surveiller notre territoire. Et là, il faut saluer la coopération avec la Turquie qui a permis d'avoir cela. Toujours le 12 janvier 2024, donc on était pratiquement en début d'année 2024, le chef de l'État avait remis un matériel également militaire qui était composé de moyens roulants, d'armes de combat et de munitions. Le 6 juin 2024 également, remise de matériel composé de blindés de combat à l'épreuve des engins explosifs improvisés, armements, munitions et engins de travaux de génie militaire. Et là, il faut saluer, on a souvent suivi sur les ondes de la télévision nationale, quand les militaires veulent faire comment on appelle ça, les ravitaillements, il y a des zones qui sont quasi inaccessibles et on voit comment le génie militaire, en 1 heure de temps, en 2 heures de temps, crée une route pour permettre à l'armée de passer. Et ça, c'est le génie militaire qui travaille et ils ont été dotés en cela. Le 18 avril 2024, également, remise au chef d'état-major général des armées d'un lot de matériel militaire qui est composé de véhicules, d'ambulances, de citernes, ainsi de suite. Et j'allais terminer par le 23 décembre 2024, le chef de l'État a remis au camp Nabakom 2 un matériel militaire également au chef d'État, au ministre de la Défense, Semporé, qui est composé là également de camions citernes, de blindés. Et là, la particularité, c'est que les citernes sont assemblées par une entreprise burkinabé de droit national. Et tous ces éléments ont permis quand même que sur le plan de la défense, de la sécurité, nous ayons des résultats assez probants. Le grand frère a déjà donné beaucoup d'éléments sur le plan de la sécurité. Mais il faut le dire, quand le commissaire divisionnaire Sana, de la sécurité, faisait sa déclaration, je crois le 23 septembre, sur ce vaste réseau de déstabilisation du pays. Si sur le plan de la sécurité, on n'avait pas travaillé, c'est sûr qu'aujourd'hui, le Burkina n'existerait pas. Il a pris le cas également de 5 milliards qu'on avait voulu soudoyer du personnel de défense, mais qui ont refusé. Et à ce niveau, Bayala le disait, il faut saluer cet esprit-là. Et ça, c'est l'éducation qui permet que des gens qui n'ont pas de salaire assez mirobolants refusent 5 milliards au nom de la patrie. Et j'allais terminer, il a pris, moi je suis un enseignant, quand j'entends ça, je ne peux pas passer sous silence. À la date du 30 juin 2024, ce sont 774 002 personnes issues de 122 123 ménages qui ont rejoint leur zone d'origine parce qu'ils avaient été déplacés du fait du terrorisme. Donc, il faut les saluer. Et en termes d'école, je vais terminer là-dessus, la rentrée scolaire 2024-2025, nous avons
517 écoles rouvertes qui ont permis à 489 477 élèves de reprendre le chemin de l'école. Et ça, il faut saluer l'action de la défense, l'action de la sécurité, parce que c'est grâce à eux que cela est fait. Et on ne peut qu'être fier, même si des Burkinabés qu'on considère comme des enfants égaux de la République, depuis la France dit qu'on n'a jamais libéré un village, on n'a jamais libéré un territoire, alors que c'est même prophète de l'Apocalypse avait annoncé en 2022 que leur frère de l'EGS allait fêter Tabaski à Waïguya et Ramadan à Waïguya et Tabaski à Ouagadougou. Jusqu'à présent, je pense qu'ils sont encore dans leurs rêves. On vous a bien compris. On va peut-être permettre maintenant à... Je crois qu'en 2024, sur le plan sécuritaire, beaucoup de choses ont été faites. Et même si la guerre n'a pas complètement pris fin, il faut en tout cas être honnête et reconnaître qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Et moi, ce qui m'a fondamentalement marqué, c'est d'abord la volonté du président, le capitaine Ibrahim Traoré, de créer ce qu'on appelle une armée nationale. Parce que de par le passé, M. Sayon, on pourrait se poser cette question, est-ce que l'armée burkinabé même était une armée nationale? Pourquoi je le dis? Non, ce n'est pas pour provoquer, mais quand vous avez une armée qui n'a même pas le droit de s'acheter des armes. Mais une armée, ça sert à quoi si ça n'a pas de calages et de chars pour combattre? Autrement dit, ça va devenir ce qu'on appelle un groupe de vigiles. Ça ne dépasse pas ça. De par le passé, c'était pratiquement cela. Quand vous avez une armée même qui est espionnée à l'intérieur par d'autres personnes, est-ce que ça, là, c'est une armée? Donc, c'est ici d'abord la volonté de recentrer notre armée sur la nation, une armée nationale. Et le capitaine Ibrahim Traoré a affiché sa volonté de créer ce qu'on appelle une armée nationale au service du Burkina Faso, composée de Burkinabés. Ça, c'est une volonté que nous avons à avoir et à tous les niveaux des efforts ont été faits. Et ces quelques soldats qui refusaient de rentrer dans cette armée nationale ont été éradiés. Effectivement, ça peut faire de gauche chaudes, on peut en discuter, mais une armée aussi c'est comme ça. Soit vous êtes dans l'armée, soit vous n'y êtes pas. On ne peut pas avoir un pied dans l'armée et un autre pied dehors. Ça, c'est une réalité et il faut vraiment saluer cela. Au deuxième niveau, c'est aussi l'acquisition du matériel de guerre. En plus de cette volonté morale et cette volonté patriotique de créer une armée, on a doté cette armée de matériel de guerre. Parce que ce qui fait la force d'une armée, ce qui fait l'existence d'une armée, c'est aussi le matériel de guerre. Des soldats qui sont au front, même en temps de paix. Ce n'est pas en temps de guerre, même en temps de paix, une armée doit être super armée. Il faut surarmer l'armée pour que l'armée ait des sens. Maintenant que nous sommes en guerre, c'est pratiquement une obligation qu'il faut que cette armée ait du matériel. Sur ce plan, je ne vais pas revenir sur les chiffres, Dr Nebi est largement revenu sur les chiffres. On a vu l'achat de la logistique, on a vu les drones, on a vu les chars, on a tout vu, même jusqu'aux citernes que moi j'ai rencontré la dernière fois quand j'ai quitté mon quartier pour entrer en ville. Et j'étais émerveillé pour la première fois de voir des citernes qui appartiennent à l'armée. Franchement dit, si quelqu'un nous disait de par le passé que l'armée burkinabé en 2024 pouvait être à ce niveau-là, beaucoup allaient refuser. Et le troisième niveau, pour aller vite, c'est aussi les résultats sur le terrain. Tous ces efforts ont donné certainement des résultats. Oui, nous n'avons pas pu reconquérir le Burkina Faso à 100%, mais comme le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo a dit lors de son discours, nous sommes à 70% de la conquête du territoire. J'avoue qu'en 2024, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, beaucoup d'écoles ont été réouvertes, beaucoup de villages ont été réinstallés. Nous ne sommes pas seulement ici sur le plateau de la RTB, non, nous parcourons aussi tout pratiquement beaucoup de régions du Burkina Faso. Nous ne sommes pas là pour faire des éloges à qui que ce soit. Nous sommes sur le terrain, nous avons rencontré des gens qui disent qu'ils sont satisfaits et des Burkinabés qui sont répartis dans leurs villages. Et pour terminer, c'est aussi l'effort que les Burkinabés ont accepté de faire pour accompagner le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que tout cela n'aurait pas été possible si ces efforts n'ont pas été faits. Quand vous regardez le fonds de soutien patriotique, le dernier bilan dressé par le ministre de l'économie, le docteur Nakanabo, fait état, je crois, de près de 175 milliards que les Burkinabés ont mobilisés en 2024 seulement pour soutenir l'effort de paix, pour soutenir la nation. J'avoue que c'est exceptionnel, c'est très encourageant et je crois que le capitaine Ibrahim Traoré a tout intérêt à travailler de telle sorte à satisfaire ces Burkinabés-là, que croient en lui, parce que de par le passé, je ne pense pas que si l'Europe là disait de cotiser, on allait avoir même 10 millions, et vous m'excusez, je ne sais pas
la provocation. Mais oui, nous sommes dans le réalisme. Voilà, on va s'en tenir à la réalité, mais il faut reconnaître que les gens ont cotisé. Voilà, si les gens ont cotisé, c'est parce que c'est celui qui est devant qui arrive à les motiver. Le capitaine Ibrahim Traoré doit vraiment remercier ces Burkinabés qui ont fait vraiment des efforts et qui sont encore prêts. Ils sont encore surtout prêts à faire des efforts pour sortir cette nation de l'impasse. Et vraiment, je témoigne toutes mes gratitudes au peuple burkinabé pour ce patriotisme-là. Alors, dernière réaction sur la question sécuritaire avec vous, Lianoué Bayala. Oui, c'est déjà, et il faut insister là-dessus, le grand frère Adama Sigiré l'abordait en chute. C'est les valeurs, je dirais, les nouvelles valeurs qui gouvernent et qui dirigent notre armée. Cette hyper-moralisation de la gouvernance militaire a eu des impacts au-delà de l'institution militaire, si bien que c'est des citoyens burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur qui sont devenus les bailleurs de fonds de l'armée nationale, qui sont devenus les premiers soutiens de l'armée nationale. Cela devait être naturel que des populations participent à des actions pour leur propre sécurité. Cela est fondamentalement naturel. Mais cela devient exceptionnel du fait que cela n'avait pas existé en dehors de la parenthèse de la glorieuse des 4 ans de la révolution burkinabé sous Thomas Sankara, où on parlait de l'armée peuple, de l'armée populaire. Et ces valeurs permettent d'asseoir un véritable ciment de confiance qui fait en sorte que ce que les Burkinabés étaient incapables de faire hier, ils le sont aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas mettre cela entre parenthèses, parce que l'exemplarité du leadership a pu remobiliser ces soldats qui tournaient le dos à l'ennemi pour qu'ils fassent désormais face à l'ennemi et qu'ils contraignent l'ennemi par leur détermination, leur mobilisation mentale et psychologique. C'est désormais l'ennemi qui tourne le dos et qui fuit comme un athlète, comme ne l'a jamais réalisé Usain Bolt. Nous voyons les films merveilleux que la RTB réalise et nous saluons cet esprit. C'est pas des films, c'est la réalité. Oui, je le dis ainsi, pour choquer ces citoyens dont il faut se questionner sur la plénitude de leur citoyenneté, qui ont osé remettre en cause les exploits d'une armée qui se sacrifie, qui perd presque des garnisons entières, mais qui tient debout. On se rappelle, au-delà de Waïguya, vers chez Sigiré, cette zone-là, ce village, comme on l'appelle encore, qui a été reconquis par un sens de sacrifice poussé, et que des citoyens burkinabés ont été capables de remettre en cause les grands sacrifices consentis par cette armée. Et je l'aurais dit, tout cela est résumé par la qualité d'un commandement, d'un homme qui respire confiance, qui respire exemplarité. Et je dirais, en plus de cela, que nous avons une armée à l'offensive, mais également une armée aux avant-postes du développement national. Ce n'est plus une armée qui sait manipuler des armes, mais c'est une armée qui sait manipuler des tracteurs, des citernes, des bennes, pour bâtir des infrastructures durables, des infrastructures pour pallier aux questions d'urgence que nous avons eues. Cela a été détaillé ici tout à l'heure. Mais cette armée, nous n'avions pas. Ce n'était pas une armée qui fusionnait avec les préoccupations du peuple. C'est une armée qui a pendant longtemps donné l'impression que la production nationale, l'élevage, l'agriculture n'étaient pas de son devoir et de son ressort. Nous retrouvons une armée comme présentée dès la prise du pouvoir par le camarade capitaine Ibrahim Traoré sur les antennes d'une radio internationale, que cette armée devrait quitter la doctrine exclusive de faire la guerre pour être une armée de protection et de production nationale. Aujourd'hui, même les agricultures expérimentales qui étaient perçues par une catégorie d'experts déracinés de nos réalités propres, parce qu'ils se sont expertisés sur des sols arides, des sols, glaciales. Et cette expertise ne les permettait pas de savoir que la terre burkinabé fertilise tout. Du cacao au palmier, en passant par l'ananas. Aujourd'hui, c'est l'armée qui est aux avant-postes
de cette expérimentation. Mais il ne faut pas oublier que ces forces combattantes, aux côtés desquelles il y a les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP ont à eux seuls produit plus de 1000 tonnes, ou c'est 10 000 tonnes de riz. Mais nous devons applaudir pour notre armée nationale parce qu'enfin, nous avons une armée qui répond aux défis de son époque et aux besoins de son peuple. Et nous ne pouvons réaliser tout cela sans des partenariats stratégiques, courageux, audacieux, là où des officiers de salon avaient confessé que si l'armée française quittait le territoire, nous ne ferons pas 3 semaines. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire 3 ans. Et nous ferons même 300 ans. C'est pour montrer que nous sommes quittés de l'esprit de défaitisme de cette armée construite de toutes pièces. Parce que si elle était une armée défaitiste, c'est qu'il y a eu des hommes à l'esprit vaincu qui l'ont pensé ainsi, qui l'ont construit. Nous sommes quittés d'une armée de sous-traitance à une armée qui gère sa propre sécurité. Et ça, c'est un honneur et nous saluons les forces combattantes. On vous a bien compris, en tout cas faire la guerre tout en actionnant, en tout cas les leviers de développement, c'est donc le credo, la vision du chef de l'État. Parlons justement donc de développement sur ce terrain. Qu'est-ce que vous retenez donc pour cette année qui vient de s'achever? Vous savez, l'offensive agricole, parce que nous croyons aux dynamiques de souveraineté qui nourrissent le peuple, qui mettent la dignité et la sécurité du peuple en premier lieu. Un groupe d'hommes et de femmes menacés de faim peut porter difficilement des ambitions durables de révolution et de souveraineté. Vous savez que nous avons acquis un respect au niveau international et de tous ceux qui voulaient retirer à notre processus tout le crédit qui lui revient lorsqu'ils ont commencé à voir toute l'attention donnée à l'agriculture. Il n'y a pas de révolution sans révolution agricole. 2024, et toutes les expériences révolutionnaires qui ont de façon explosive vaincu tous leurs ennemis ont eu une mention spéciale accordée à la production agricole. Et j'avoue qu'il ne s'agit pas de dire aux hommes et aux femmes du monde paysan, qui pendant longtemps étaient la risée de cette petite élite embourgeoisée, diplômée, qui prenait ses certificats universitaires pour finalement en faire des sortes de parachèvements humains comme étant des éléments de chantage vis-à-vis de la majorité de notre peuple. On se rend compte que c'est une agriculture de son époque et des exigences de son temps. Une agriculture qui se fait avec la technologie de son époque. Et quand nous disons souvent qu'il faut prendre l'initiative sur notre propre agriculture en retournant à l'intelligence de nos ancêtres tels qu'ils ont réfléchi leur souveraineté et leur sécurité dans le temps, beaucoup de personnes disent mais si vous le faites ainsi, vous allez avoir les tracteurs comment? Vous allez avoir telle ou telle technologie comment? Mais l'agriculture est le fondement de l'industrialisation et de l'innovation technologique. Lorsque vous produisez, et aujourd'hui, sans cette offensive agricole, nos usines de tomates vont nous jeter à l'opprobre international et à la risée du monde. Mais si nous pouvons alimenter en matière première nos usines de tomates, c'est parce qu'il y a eu en amont un travail sur la révolution des moyens et même la perception de ce que représente l'agriculture. Et nous pouvons désormais cultiver au Burkina Faso, transformer au Burkina Faso, commercialiser au Burkina Faso et aller à la conquête du monde. Je vous remercie. Donc, on va permettre au docteur Nevier donc, de réagir très rapidement sur les aspects du développement donc, endogène ou du développement tout court du Burkina Faso qui vous ont marqué donc pendant cette année 2024. Oui, c'est une année au cours de laquelle tous les efforts ne se sont pas seulement concentrés sur la défense et la sécurité, parce que c'était le bout que tenaient aussi certains détracteurs du pouvoir
en estimant que c'est le tout militaire, en laissant entendre qu'on investissait trop dans l'aspect défense et qu'on oubliait d'autres pans de la société. Et je crois que le président a coupé court lorsqu'il avait accordé le grand oral à la radio nationale, où il avait laissé entendre qu'on ne peut pas seulement investir dans la sécurité et la défense, parce que si nous prenons cette option-là, mais ça veut dire que peut-être dans 5 ans, 10 ans, on va encore investir dans la défense. Mieux, on va investir pour encore tuer nos propres enfants. Parce que si vous n'avez pas créé de l'emploi pour la jeunesse, s'il n'y a pas de développement, mais la même jeunesse qui sera désœuvrée là sera une proie facile aux vendeurs d'illusions tels que les terroristes et leurs suppôts qui sont en ville. Et donc, Bayala l'a si bien dit, l'offensive agricole. L'émission passée, nous étions ici avec le directeur général de l'ENAM. Quand il parlait de l'offensive agricole, ce projet du président pour permettre au Burkina Faso d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, le monsieur manquait du mot. Il disait simplement la nourriture. Et il disait ça à plusieurs reprises parce qu'on n'imagine pas en quoi est-ce que atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est le premier symbole du développement. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si on a faim? Et comment ne pas être maniable et manipulable à volonté si on a faim? Donc cette jeunesse, cette population, si elle ne mange pas à sa faim, celui qui viendra lui tendre quelques billets, la population ira vers cette personne-là. Donc l'offensive agricole, en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est un acte qui s'inscrit pleinement dans les actions de développement. Je vais aussi noter l'entrepreneuriat communautaire par l'actionnariat populaire qui a été lancé par le président, et on a vu comment est-ce que les Burkinabés se sont inscrits dans cette logique-là. Tout cela participe du développement et cela a permis déjà d'inaugurer 2 usines, une à Bobo et l'autre à Yako récemment. Et on a vu l'engouement populaire de la population autour. Là encore, même si des gens à des milliers de kilomètres du Burkina Faso s'intéressent à la formule chimique de franchement, vous voyez comme on a de petits esprits qui se réclament burkinabés. C'est quand même un peu honteux. Et j'allais terminer quand même sur les actions de développement parce qu'on l'a dit, tout ce que le gouvernement a remis au cours de cette année 2024 en termes de matériel pour accompagner les agriculteurs, mais aussi en termes d'équipement sanitaire. Parce que c'est l'alimentation, c'est la santé. Si vous avez une population qui est malade, il n'y a pas de développement. Et sans oublier que le président l'a dit dans son discours de fin d'année, la création d'une agence qui va s'occuper désormais d'accompagner les jeunes. On ne se contentera pas seulement de donner des prêts à la jeunesse, mais on va leur accorder des prêts, mais en plus de cela, l'agence va les accompagner pour suivre leurs projets et s'assurer que ces projets-là seront viables et que ces jeunes entrepreneurs pourront à leur tour également embaucher d'autres Burkinabés. Parce que de par le passé, c'est quoi? Et moi, j'en connais. On prend des étudiants qui déposent des projets, on leur donne 500 000 ou bien 1 million, et c'est fini. Même en termes de recouvrement, il n'y a pas de suite. Et quand ils prennent, ils achètent une moto et puis une petite go derrière et puis c'est fini. Donc le président dit c'est fini. Et je pense qu'on a fusionné les 3 fonds qui étaient consacrés au financement des jeunes et des femmes en un seul fonds, façon Kunawili. Et il me semble qu'en un an, les 3 fonds fusionnés ont financé plus de projets que les 3 fonds individuels là pendant plus de 5 ans. Donc ça, c'est à saluer et ce sont des actes de développement qu'il faut mentionner. Alors nous avons avec nous un spécialiste donc, du développement rural. Alors, monsieur... Du leadership du capitaine Ibrahim Traoré, surtout en tant que manager. Vous savez, moi, j'enseigne le management souvent lors de mes formations. Ce n'est pas pour me vanter. Mais j'aime dire qu'ici, en Afrique, en général, et surtout au Burkina Faso, nous n'avons pas besoin de managers techniciens. Les managers techniciens sont juste bons pour faire de la réparation. Alors qu'ici, nous n'avons rien à réparer. Et nous avons tout à créer.
tout à concevoir. Quand vous voulez créer, quand vous voulez concevoir, il faut aller au-delà des managers techniciens, dits experts comme Bayala les appelle, encore experts en quoi, et on ne sait pas experts pour qui. Il faut aller au-delà de ces expertises-là, des techniciens-là, pour aller vers ce qu'on appelle les managers leaders. Les managers leaders sont des créateurs, les managers leaders sont des innovateurs. Les managers leaders sont des gens qui ont une vision, qui peuvent quitter un point A pour aller à un point B. Et la chance que nous avons d'avoir le capitaine ici au Burkina Faso, c'est d'avoir le capitaine Ibrahim Traoré, qui n'est pas un manager technicien, comme ce que nous avons vu par le passé, des économistes en ceci, mais pratiquement nul, m'excusez. Le capitaine Ibrahim Traoré est un manager leader, c'est un concepteur, c'est un créateur, c'est un innovateur. Et ce qui m'a fondamentalement marqué cela, et en cela, c'est surtout l'offensive agricole. Nous avons vu. Moi, de par le passé, j'ai des amis qui sont dans l'agriculture et je me suis toujours posé cette question. Comment un Burkina, un pays agricole à près de 90% n'arrive même pas à nourrir ses populations? Mais là est là. Quand nous sortons sur le terrain, moi je leur dis mangeons d'abord. Et souvent ça leur fait dire non, les vieux, mangeons d'abord. La première des choses à faire, c'est de manger. Moi-même qui suis là assis ici, M. Sayon, si j'ai fait 2 jours sans manger, vous m'appelez, je ne vais pas venir. Et j'ai dit à une autorité, un jour, je lui ai dit, j'étais catholique avec une autorité, je lui ai dit, il dit, si notre rupture ne nourrit pas les populations, ce sont les populations qui vont nous chercher. Nourrissons d'abord les populations. Si notre rupture est une réalité, nourrissons les populations. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a compris. Il n'y a pas de développement dans la faim et dans la misère. Et ces 2 jours, vous avez vu le débat, je leur ai dit, il n'y a pas de vertu pour une population misérable, une population affamée. Ça n'existe pas. Il y a quelle fierté dans la pauvreté? Comme vous avez vu, c'est quand vous avez vu un homme qui a faim et qui est fier d'être un homme affamé. Ça n'existe pas. Si nous voulons que les populations s'épanouissent, si nous voulons du développement, nourrissons les populations. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a compris. Il a lancé ce qu'on appelle l'offensive agricole. Et c'est une réalité. L'année passée, nous, on a quitté de Dougou, on venait, avant d'arriver à Dougou, on s'est arrêté. Nous avons vu les tracteurs là-bas qui étaient en train de cultiver. Nous-mêmes, nous sommes descendus, nous avons traversé le barrage pour aller les voir. Ils ont dit qu'ils sont en train de cultiver et que c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui a envoyé les tracteurs pour eux. Et les tracteurs cultivent gratuitement pour eux. Pratiquement dans tout le Burkina Faso, quand vous tournez, c'est cela. Donc, à ce niveau, c'est un point primordial, c'est un point de développement central. Il faut nourrir les populations. Et de par le passé, nous n'avons pas compris cela. Il faut cultiver, il faut que les populations, les agriculteurs aient le minimum sur le terrain, pas le minimum, le nécessaire sur le terrain pour pouvoir mener l'offensive agricole. Et ça, en réalité, ça a marqué les esprits. Et je crois que c'est une réalité. Et franchement, d'ici, nous continuons sur cette voie. D'ici 2030, je pense que beaucoup de gens vont demander des visas pour venir au Burkina Faso. Et nous allons maintenant trier qui pourra avoir notre visa. Et puis, bon, qui va avoir les flots, quoi, surtout les Européens et puis les Français. Surtout. En tout cas, l'AES dit que ses frontières sont ouvertes à tous les ressortissants de la CEDEAO, justement. En 2024 se formalise parce que l'AIS a été créée, je crois, en 2023, le 16 septembre 2023, je crois que c'était à Niamey, non? Bon, il y a eu la signature. La ceinture de la charte, voilà, je parle de la ceinture de la charte. Mais cette année, nous avons vu que de l'AIS, nous sommes passés à la confédération de l'Alliance des États du Sahel. L'AIS est un grand projet souverainiste et un grand projet d'affirmation. C'est ce qui a marqué de par le passé parce que nous n'avons pas eu une confédération, nous n'avons pas eu une alliance assez souveraine. La CEDEAO, c'était une boîte à musique pour les trucs, les Français qui étaient derrière, qui tiraient les ficelles. Les présidents n'avaient aucune volonté, les présidents n'avaient aucune autorité. Mais l'AIS, aujourd'hui, c'est une réalité. C'est vrai que des défis restent à relever. Et souvent, nous avons l'impression que l'AIS va lentement. Nous aurions voulu que l'AIS parte encore de façon plus rapide que cela. Mais il faut reconnaître que déjà la confédération a été mise en place. C'est une réalité. La dernière fois, j'ai suivi le communiqué des ministres chargés de la communication qui veulent mettre en place un outil de communication. Et là aussi, nous l'avons toujours dit, aujourd'hui, il nous faut la communication. C'est nécessaire. C'est comme ce que nous sommes en train de faire ici. La communication, c'est pas une question de vérité ou de mensonge. Non, c'est la construction des idées dominantes. C'est la construction d'un narratif sociologique. Qu'est-ce qui nous avantage? Qu'est-ce qui répond à nos attentes? Et nous mettons l'accent sur ça. Je pense que l'AIS est en train d'arriver à ce niveau-là. Mais il faudrait encore que les 3 chefs d'État
soient encore plus courageux. Ils sont déjà courageux. Nous leur demandons seulement d'être encore plus courageux, d'entamer des projets confédéraux. Je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que nous ayons une politique d'ensemble, une vision politique d'ensemble. Il ne faut pas que demain on se retrouve avec le Mali qui veut faire ceci alors que le Burkina ne veut pas faire. Que nous ayons une vision politique d'ensemble, une vision culturelle d'ensemble, une vision surtout sur le plan de la communication. J'avoue que l'AIS est un grand projet et nous en sommes très confiants. Et en tout cas, nous nous battons pour que ce projet soit viable, que l'AIS soit un espace communautaire, politique et économique. D'accord. Alors, Gervais Nadambega sur l'AES en 2000 pour cette année qui vient de s'achever, 2024. Oui, pour nous autres chantres du panafricanisme, du fédéralisme et tous les concepts du même champ lexical, perçus hier, il y a 10 ans, comme des parias qui prêchent dans les impossibles, nous avons été réhabilités et honorés. C'est une victoire monumentale que l'histoire mondiale retiendra indéfiniment parce que c'est un ensemble de rééquilibrage géopolitique qui vient d'une prise de conscience au plus haut sommet de nos 3 États, qui est que le monde est articulé autour des questions de survie et que seuls les carnivores tiendront le lead de la survie. Malheur ou tant pis à ceux qui n'ont qu'une seule option, celle de ne pas vouloir aller à la compétition. Que nous voulons la paix, tout le monde la veut, mais nous devons nous préparer conséquemment à ce que la paix ne nous échappe pas. Et nous devons créer les ensembles, comme le dit Cheikh Anta Diop, dans les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, que nous ne pourrons, à l'échelle de l'Afrique, repenser les frontières en dehors de l'acte des bouchers de Berlin, que par poser prioritairement la question de la défense. Voyez-vous l'évolution de cette initiative qui part d'une alliance de défense à tout un projet d'ensemble qui porte désormais non plus les ambitions uniques de la défense, mais ceux de la diplomatie pour affirmer notre présence dans le monde et notre contribution majeure à l'équilibre du monde. Donc nous devons avoir un droit de veto. Et ce n'est pas de trop, ce n'est pas une ambition illégitime. Parce que la carrure et la taille de notre géographie, de nos populations, de nos richesses, des ressources stratégiques que nous avons, imposent à l'ONU de se démocratiser en ouvrant un chapitre et un droit de siège à l'AES. Et le développement par les questions d'industrialisation. Voyez-vous, pendant longtemps, nos territoires ont été des territoires où on déverse tout et n'importe quoi. On se permet même de vanter des produits de made in, mais jamais made in en nous-mêmes, mais made in extérieur. Et vous savez très bien que l'AES, sur sa dimension de sécurité, engrange tellement de victoires et très vite qu'on se dirait que c'est un enfant prodige. Qui aurait cru que des armées presque totalement déstructurées, on aurait résisté victorieusement aux menaces d'agression de la CEDEAO avec son sponsor officiel et son parrain, qu'est la France, qui avait déjà positionné à Abidjan 2000 soldats français prêts à intervenir sur Niamey. Aujourd'hui, quand on évoque ces questions, nous voyons jusque-là un certain nombre de mépris ou de légèreté par rapport aux menaces, telles que le nouveau communiqué des ministres des Affaires étrangères par rapport au fait que certains pays africains, comme à l'accoutumée, comme par le passé, se sont prêtés en de véritables nations traites pour faire avorter les projets de souveraineté. N'eût été le caractère de cette alliance porteuse de victoire, on aurait été effacé et le colonialisme n'a d'œil ni pour les droits de l'homme, ni pour la démocratie, ni pour aucun élément qui valorise l'humain sur la terre. S'ils avaient un seul sentiment pour la démocratie, la Libye, après leur intervention, serait la vitrine pour nous convaincre que leur ingérence est porteuse.
La Syrie, le grand frère Nathan Bega disait, d'une tête mise à prix, à coups de dollars et non de francs coloniaux français, on est passé à un brillant démocrate salué par tout le monde. L'AES vient rééquilibrer les cartes de la géopolitique pour nous et elle est une réponse africaine aux problèmes africains. Alors, dernière réaction donc avant de clore. De l'AES, il faut, je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est déjà saluer le fait que le 6 juillet 2024, les trois chefs d'État, le général Assimi Goïta, le général Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré, aient signé le traité qui consacre la création de la Confédération des États du Sahel. Parce que précédemment, on avait le traité du Butako Gourma signé le 16 septembre 2023. Mais avec la signature du traité consacrant la Confédération, c'est un acte majeur. Et comme le grand frère Nadam Bega l'a dit, certainement qu'il va évoluer vers une fédération plus tard. Et ils l'ont dit également, l'AES est une réponse existentielle. Très longtemps, nos trois pays ont été persécutés par le terrorisme. Nous n'avons pas vu d'actions qui viennent aussi bien des autres pays de la CEDEAO en son temps que de ceux qui se présentaient comme nos partenaires classiques pour nous aider. Alors, est-ce qu'il faut, au nom d'une certaine volonté de rester ensemble avec la CEDEAO, rester dans ce syndicat de chefs d'État-là et voir nos populations se décimer au fur et à mesure? Les chefs d'État ont dit, nous prenons notre responsabilité de quitter la CEDEAO et de créer la Confédération. Et cette Confédération, initialement, qui était une alliance de défense, s'est muée, vous l'avez dit, en une alliance de développement, en une alliance diplomatique. Et vous aurez constaté que les chefs de la diplomatie des trois pays, les ministres des Affaires étrangères, se sont rencontrés à Bamako, justement, pour réfléchir sur comment coordonner les actions politiques. Et ça, je crois que c'était en juillet 2024, coordonner les actions diplomatiques, mais aussi réfléchir sur ce qu'on peut mettre en commun pour asseoir véritablement cette confédération-là. Et du 27 au 29 décembre dernier, les ministres de la communication, comme Sigeri le disait, sont rencontrés pour acter, et ça a été validé, la création d'un outil de communication, aussi bien une web TV, une radio, une télé, et synchroniser également les débats télévisés comme nous le faisons, parce que sans communication, nous ne pouvons pas impacter les consciences. Nous l'avons dit, c'est une question de narratif qu'il faut construire. Quand vous voyez un expert qui vient dire au Burkina Faso, si on pense qu'on peut construire une centrale nucléaire, c'est de la propagande, c'est un narratif. Et cet expert-là, il a été moulé dans un système. Il faut d'autres personnes, pas au nom de la propagande, mais un autre narratif pour faire comprendre à nos populations et à nos jeunes que nous pouvons bel et bien construire une centrale au Burkina Faso et c'est faisable. C'est un expert qui a donné son avis. Il y a d'autres experts qui ont donné leur avis et qui ont dit que c'est possible. Et donc l'AES aujourd'hui, vous aurez remarqué également, quand la CEDEAO ne veut pas que nous partions, ça vient déconstruire tout ce qui avait été anciennement construit pour présenter nos trois pays comme des conglomérats, comme je l'ai dit, de pauvreté, de poussière. Le Burkina, le Niger, le Mali, c'est des pays pauvres qui viennent nous envahir. On nous disait ça en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui nous voulons partir, on ne veut pas nous laisser partir. Ça veut dire que nous ne sommes pas que des conglomérats de pauvreté, de poussière. Nous avons une richesse, nous avons des richesses et ils ne veulent pas nous laisser partir. Et même la France. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que la France est autant branchée sur nous? Mais on dit, le divorce est consommé et vous ne voulez pas qu'elle soit consommée. Qu'est-ce qui se passe finalement? C'est vous qui avez besoin de nous ou bien c'est nous qui avons besoin de vous? Mais je conviens également, nous voulons partir, mais nous avons des fonctionnaires burkinabés, maliens et nigériens qui travaillent dans des structures qui appartiennent à la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est véritablement leur trouver une
sortir parce qu'ils sont nombreux également qui se demandent si nous sortons de la CEDEAO, qu'est-ce que nous devenons? Parce que quand ces gens-là allaient dans ces structures-là, c'était au nom de nos pays. Et ils sont allés pour travailler pour nos pays. Aujourd'hui, si on veut quitter, il faut qu'on trouve les passerelles qui leur permettent d'être toujours des nôtres et leur trouver véritablement d'autres points de chute. Merci à tous donc pour